Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Finances et Fiscalité à laquelle vous allez devoir vous habituer sur les antennes de la RTNC et sur les différentes chaînes partenaires. Finances et Fiscalité, c'est donc votre magazine économico-financière qui traite de toutes les questions ayant trait aux finances publiques et à la fiscalité. Pour cette édition axée sur fiscalité, levier de la souveraineté et du développement de la RDC, nous avons ainsi l'honneur de recevoir pour vous quelqu'un qui a appris la fiscalité, quelqu'un qui enseigne la fiscalité et quelqu'un qui pratique la fiscalité dans sa vie de tous les jours. Je ne voudrais pas vous en dire plus. Vous allez donc les découvrir dans cette rubrique intitulée « Portrait de l'invité ». Suivez. Léazard n'a pas au moindre instant contribué à ses montées professionnelles et scientifiques. Paul Omangilo Condé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a au fruit de sa perspicacité, de sa sagacité et de son endurance, percé et démoli l'impossible pour s'adjuger toutes les considérations dues à la grandeur de sa personne. La Direction générale des impôts, DGI en sigle, se frotte les mains par le fait de disposer dans ses effectifs d'un cadre supérieur, traînant derrière lui 27 ans d'expérience, avec dans sa gibecière une cinquantaine de brevets de formation professionnelle. Son atterrissage à la DGI n'est pas le fruit d'une recommandation de la part d'une personnalité politique, mais bien la récompense de ses mérites au terme d'un concours interne ayant officialisé son recrutement. Sa trajectoire professionnelle est caractérisée par un cheminement légendaire qui lui confère un chapelet d'éloges tant de ses supérieurs que de ses collègues des services. Aujourd'hui, c'est un Paul Omangilo Condé dont l'itinéraire professionnel fait résonner des gros sons des fanfares. Présentement, l'honneur lui est choix d'assumer des prestigieuses fonctions d'inspecteur chef des brigades, d'audit interne et chef d'équipe des formateurs internes au comité pédagogique. Sans oublier de signaler que, dans sa carrière d'enseignant et d'expert en formation en dragogique, il est fondateur des deux instituts, à savoir l'Institut international des renforcements des capacités des managers et l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises. Au-delà de sa redoutable carrière professionnelle, Paul Omangilo Condé, dans son cursus scientifique, est docteur en PhD des âmes à l'Université de Paris et docteur en DBA des Business Science Institute de Luxembourg. Toute une cargaison de diplômes. Diplôme d'études approfondies en gestion de l'UNIKIN, master agrégé en management de l'Université protestante du Congo. À cela s'ajoutent plusieurs certifications professionnelles, notamment en formation andragogique. Pour l'économie des temps, l'énumération détaillée des différents diplômes à son compteur secouerait les traînées d'antenne. Paul Omangilo Condé, voilà ce que vaut l'homme. Une valeur nationale, une référence scientifique, un modèle pour l'élite congolaise. Et c'est au regard de ces nombreux faits si hauts énumérés que Paul Omangilo Condé est l'invité de l'émission Finances et Fiscalité sur la RTNC2 Développement et sur la RTNC3 ainsi que sur les différentes chaînes partenaires. Voilà, vous venez là donc de suivre les portraits. C'était juste ma question que vous puissiez vous faire une idée assez nette sur celui-là que nous invitons. On me fait signe qu'il est déjà dans les accablures de ces studios. Il va devoir effectuer son entrée
à ces studios, donc sur ce plateau de votre émission Finance et Fiscalité, bien entendu, sous les acclamations de ce grand public qui est venu nombreux pour assister à cette émission Finance et Fiscalité. Il est en train de venir et je me lève pour les recevoir. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour. Comme je l'ai dit, vous êtes là pour nous parler de la fiscalité. Alors là, vous avez suivi les portraits peints pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien vous estimez que ça vous suffit comme ça? Bon, je pense que ça suffit comme ça. Il faut dire seulement peut-être que la fiscalité, c'est notre passion, quoi. Voilà. Dans ces portraits, nous avons noté que vous êtes inspecteur-chef des brigades d'audit interne à la Direction générale des impôts. Mais une précision de taille s'impose. Ici, dans cette émission Finance et Fiscalité, vous intervenez en tant qu'un scientifique. C'est bien ça? Oui, en tant que professeur, quoi. Mais ça ne va pas m'empêcher de temps en temps, en ma qualité de fonctionnaire, de faire quelques commentaires, parce que la science et la pratique, c'est difficile qu'elles se séparent, quoi. D'accord. Vous avez dit que vous allez de temps en temps concilier les deux. Ça, c'est bien dit. Professeur, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes quelqu'un qui a appris la fiscalité, vous êtes quelqu'un qui enseignait la fiscalité et vous la pratiquez dans votre vie de tous les jours. Eh bien, pour les communs des mortels, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur ces concepts, sur cette notion qu'est la fiscalité? Bon, d'autant plus que nous ne sommes pas dans un auditoire pour donner des définitions scientifiques bien élaborées. On peut dire tout simplement que la fiscalité, c'est tout ce qui a trait à la législation, à la réglementation au niveau de la collecte de l'impôt et le recouvrement de l'impôt. Donc, je dirais que la fiscalité est à la fois une science, parce que nous l'enseignons à l'université, c'est un ensemble de connaissances ayant trait à l'impôt et à la collecte de l'impôt, mais aussi c'est une pratique parce que au niveau des services, par exemple la Direction générale des impôts, qui est un fisc, parce que fiscalité, le mot fisc vient de fiscalité, vous voyez, fiscalité c'est la pratique dans la collecte de l'impôt, et fisc c'est le service qui a en charge de la collecte de l'impôt. Je crois que c'est ça. Voilà, entrons maintenant au cœur même de notre sujet, que je le rappelle à l'intention du public, la fiscalité, levier de la souveraineté et du développement de la RDC. Je reformule le sujet sous forme interrogative. En quoi la fiscalité constitue-t-elle un levier de la souveraineté et du développement de notre pays? Bon, en ce moment-là, nous allons quitter l'aspect fiscalité, comme je l'ai dit, hein, l'ensemble des lois, de la réglementation, de tout ce qui concourt à la collecte de l'impôt, pour parler de l'impôt lui-même, pour parler de l'impôt lui-même, qui est un prélèvement que l'État fait des sociétés, des particuliers, pour lui permettre d'avoir les moyens de sa politique. Vous voyez, un pays fonctionne avec des ressources. Ces ressources peuvent être propres et ces ressources peuvent être exceptionnelles. Généralement, pour qu'un pays fonctionne, il faut qu'il ait des ressources propres. Les ressources propres sont des ressources, notamment les impôts, qui est un prélèvement que l'État fait des particuliers, des contribuables. Et il y a les taxes, il y a le revenu du domaine de l'État. Tout ça, ça fait partie des ressources. Mais l'impôt est la principale ressource de l'État. Du coup, si l'État a des moyens, tout est possible. Si l'État n'a pas de moyens, tout devient compliqué. Alors, ces moyens-là, si ce sont des moyens propres, notamment les impôts, tout devient facile. Mais si ce sont des moyens exceptionnels,
c'est-à-dire il doit s'endetter, il doit chercher des dons, il doit chercher des aides publiques, ça devient aussi compliqué. Donc, pour quelqu'un qui veut utiliser sa propre politique souverainement, il doit avoir des ressources propres. Vous voyez, les financiers, nous disons, qui tient les finances, tient le pouvoir. Donc, un État qui a des moyens a les pouvoirs. Un État qui n'a pas de moyens n'a pas les pouvoirs. Et pour l'État, pour avoir ces moyens, il en a de par sa fiscalité. Oui, c'est-à-dire les impôts, oui. Une imposition que l'État fait sur les contribuables qui sont sa population. Maintenant, c'est l'impôt, mais si nous revenons à la fiscalité, c'est toute la façon dont l'État organise la collecte de cet impôt. Et là, ça devient aussi un autre aspect que nous devons souligner. Avoir l'impôt ou avoir les ressources fiscales, c'est une chose, mais mettre en place tout un dispositif pour pouvoir collecter ces ressources-là, ça c'est encore un autre problème. Donc on peut avoir à la fois le moyen de la politique de l'État à travers l'impôt, mais il y a aussi la problématique des dispositifs que l'État met en place pour collecter cet impôt. Ça peut aussi poser des problèmes lorsque nous parlons de la fiscalité comme levier du développement. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, là nous sommes avec le professeur Paul Omandji, avec qui nous sommes en train de nous entretenir sur ces thèmes, sur ces sujets d'une très grande importance que la fiscalité, levier de la souveraineté et du développement de notre pays. Monsieur Paul Omandji est avec nous sur ce plateau, mais nous avons eu aussi à approcher d'autres experts. Nous allons donc les suivre dans cette rubrique intitulée « Point de vue des experts ». Suivez et nous allons nous retrouver pour la suite de notre émission Finances et Fiscalité. En fait, la fiscalité constitue un moyen noble de mobiliser les ressources au service de l'État. Donc c'est un moyen légitime, un levier à la disposition de l'État de façon à avoir des ressources suffisantes, de façon à pouvoir financer ses projets de développement. Donc il y a un lien parce que pour mettre en place des programmes ambitieux de développement, on a besoin de ressources. Et lorsqu'on arrive à mobiliser ces ressources au niveau interne par une fiscalité qui soit vraiment au service du développement, on réalise des efforts énormes en termes, par exemple, de réduction de la pauvreté, parce que les projets seront effectivement mis en œuvre dans les secteurs qui puissent en fait réduire la pauvreté et peut-être permettre en fait on va dire une politique qui essaie de permettre aux citoyens de bénéficier des retombées de la croissance, c'est ça aussi, parce que lorsqu'on a un développement qui est harmonieux, qui consiste évidemment à booster les secteurs porteurs, les retombées en termes d'accroissement des revenus sont importantes et par la suite, évidemment, ça permet de réduire la pauvreté. Un problème crucial, c'est celui de la redevabilité, parce que, évidemment, les ressources peuvent être collectées, mais elles peuvent aussi ne pas être en fait orientées vers les secteurs porteurs de l'économie. C'est ça la réalité. C'est en fait un contrat social qui s'établit entre, évidemment, les assujettis à l'impôt et l'État qui est censé collecter ces ressources. Et ce point de vue, il faudra qu'un pacte social puisse être mis en œuvre pour pouvoir, effectivement, renforcer la confiance entre ces deux types d'acteurs dont j'ai parlé, c'est-à-dire permettre effectivement aux personnes à même justement de payer l'impôt, de pouvoir être sûr que ces ressources pourront être utilisées à bon escient. Et là, c'est des efforts énormes, en fait, des efforts énormes doivent être faits au niveau de l'État pour pouvoir effectivement gagner cette confiance et surtout l'habilité de telle sorte que les ressources soient utilisées. En fait, c'est un contrat de confiance et on parle
parle de la construction sociale de la confiance et effectivement, ça se met en place progressivement. Il faut que l'État arrive à ce stade parce qu'à un moment, on a observé ici même à RDC, hein, les gens étaient plus ou moins révoltés parce qu'on parle du civisme social, mais lorsque l'on sait que les ressources ne seront pas utilisées à bon escient, il n'y aura aucune motivation de la part des assujettis pour pouvoir payer l'impôt. C'est un peu ça le problème crucial auquel on est confronté en RDC. Bien utiliser les fonds, c'est ça. D'abord, avoir des taux d'imposition qui soient corrects, hein, qui ne soient pas trop sévères, si je peux permettre l'expression. Et ensuite, utiliser les ressources à bon escient, c'est-à-dire la confiance va être au rendez-vous si l'on sait que les ressources mobilisées sont utilisées au profit de la population, n'est-ce pas, par rapport aux dépenses qui enclenchent une dynamique de développement. La fiscalité, aujourd'hui, c'est une question importante de la RDC, de l'Afrique et du monde entier. Pourquoi? Chaque État est souverain en matière fiscale. Pourquoi? Nous nous disons, en ce qui concerne la politique, il y a des ingérences extérieures, étrangères. Mais en matière fiscale, chaque État reste souverain. Pour établir un impôt, cela ne demande pas l'expertise de l'étranger. Cela ne dépend pas des autres pays. Cela dépend de la souveraineté de chaque État. Alors, la souveraineté de chaque État en matière fiscale, c'est la législation fiscale. C'est la loi en matière de perception et les produits de la fiscalité que nous appelons les recettes. Alors, aujourd'hui, les États sont devenus comme des églises. Venez chez moi, tu auras ça. Venez chez moi, tu auras ça. En matière fiscale, les États s'organisent comment attirer l'investisseur à travers la fiscalité. En RDC, si vous lisez le code des investissements, on vous dit l'investisseur qui vient investir en RDC, dans la zone économique A, il bénéficie de ce que nous appelons les avantages fiscaux de 3 ans. Dans la zone économique B, les avantages fiscaux de 4 ans. Dans la zone économique C, les avantages fiscaux de 5 ans. Pourquoi? C'est à travers les investissements qu'il y a le développement. Pour avoir les soins de santé de qualité, les infrastructures, l'éducation, tout, c'est à travers les investissements. Il y a un lien direct entre la fiscalité et le développement. Voilà, professeur, là, vous venez de suivre le point de vue de votre collègue, le professeur Claude Soumanta et les doctorants Samuel, qui ont eu aussi à s'exprimer autour de la question. Quelle est votre réaction par rapport à leurs interventions? Bon, je peux dire d'abord que le professeur s'est bien exprimé. Hein. Il est entré dans le contexte congolais et qui est aussi le contexte de tous les États, c'est-à-dire le civisme fiscal. Ce n'est pas des montées de cœur que le contribuable donne les moyens à l'État. Vous voyez, je vous ai dit que l'impôt, c'est un prélèvement obligatoire. Donc, cela veut dire que les individus qui payent leurs impôts consentent un sacrifice fiscal. Ils se privent de leurs propres moyens pour donner à l'État. Et du coup, quand ils le font, même si on définit l'impôt comme étant un prélèvement sans contrepartie, la théorie est en train de changer aujourd'hui. La redevabilité, elle est très importante pour quelqu'un qui vous donne le moyen de la politique, l'État. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Il a parlé aussi des taux, c'est tout à fait normal. Même Dieu a fixé la dîme à 10%. Je crois qu'il a réfléchi en disant si je demande 10%, les fidèles pourront me les confier et sans beaucoup de difficultés. Donc les hauts taux d'impôt peuvent vous situer l'impôt. Mais moi, je voudrais insister ici sur le fondement sociologique de l'impôt. Ouais, c'est-à-dire les personnes qui payent l'impôt aimeraient bien voir, comprendre et être convaincues
de la manière dont les ressources ici des impôts sont utilisées. Voilà. Et l'étudiant lui a parlé de la souveraineté de l'État, évidemment. La loi fiscale, elle est souveraine. Chaque pays fixe sa propre loi fiscale. Mais cette souveraineté peut être en quelque sorte un peu masquée parce qu'elle dépend aussi de toutes les conventions fiscales internationales, de toutes les stratégies de la politique fiscale internationale. Donc si vous fixez votre loi fiscale, je prends un exemple, si vous mettez les taux de l'impôt sur le bénéfice à 30% de manière souveraine, mais si notre voisin, le Congo-Brazzaville, est à 20%, vous voyez déjà, donc votre souveraineté quelque part est mise en jeu par cette concurrence fiscale. Les investisseurs voudront bien traverser à Brazzaville pour donner à l'État 20% de leurs revenus que de rester au Congo pour donner 30%. Donc bien sûr, c'est un instrument de souveraineté, mais il y a des contraintes. Il y a une pression sur cette souveraineté-là. Restons, professeur, sur cet aspect des choses, notamment sur la redevabilité, les devoirs de redevabilité, parce qu'une chose est d'imposer aux contribuables, ou de demander aux contribuables de payer, mais une autre chose, c'est l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que là-dessus, l'État ne peut-il pas mettre des mécanismes pour créer un climat de confiance entre l'État et les contribuables que vous et moi, nous sommes? Tout à fait. Vous voyez, moi je suis économiste, donc le fondement économique de l'impôt, c'est de donner le moyen à l'État. Et c'est pour cela même on dit que vous le vouliez ou pas, le prélèvement est obligatoire. Et pour que l'État exerce son pouvoir. L'économiste voit le moyen que les citoyens doivent donner à l'État pour à lui permettre au fait d'assurer sa politique publique. Vous voyez, il voit aussi que l'impôt peut attirer les investissements. Comme je l'ai dit ici, plus il y a des facilités, plus les gens vont venir. Mais j'apprécie beaucoup les raisonnements des sociologues qui vous disent que l'impôt, d'abord, c'est un sacrifice fiscal. Je vous donne mon argent, je consens un sacrifice, je me prive de mes propres moyens parce que les citoyens et l'État ont un contrat social. Ce n'est pas tout le monde qui va assurer la sécurité du pays, ce n'est pas tout le monde qui va construire les routes, ce n'est pas tout le monde qui soit soigné. Alors moi, je me dis, écoutez, je te donne le moyen pour que tu fasses quelque chose à ma place, que moi j'aurais pu faire, mais je n'en ai pas la compétence, je vous en donne, vous l'État. Okay? Et toi, à ton tour, l'État, montre-moi ce que tu fais. Parce que l'économie va dire non, donnez, si vous ne donnez pas recouvrement forcé, je vous arrête. Mais le sociologue va dire, écoutez, je donne, mais je m'attends à ce que tu puisses me convaincre de ce que tu as utilisé cet argent. Bon, mais malheureusement, les services, comme on appelle chez nous, les régies financières, sont en amont de l'action publique. Elles produisent les recettes. Elles se limitent à produire les recettes. Pas plus, pas moins. Oh, je ne dirais pas plus, pas moins, mais l'aspect dépenses ne dépend pas des régies financières. C'est toute une politique de dépenses de l'État. Donc, les deux se séparent. Peut-être ce ne sont pas des régies qui collectent l'impôt et les dépenses, mais les régies collectent l'impôt et l'État dépense cet impôt-là. Et à tel point que parfois, même les régies peuvent être en situation où elles manquent peut-être les moyens, si la politique des dépenses n'a pas pensé à elle. Donc, cette redevabilité-là, bien sûr, elle est autant utile pour l'aspect recette, mais elle est encore très utile pour l'aspect dépenses. Vous voyez, je dirais encore, c'est une sorte de contrat social. C'est une sorte de contrat social. Ça dit, je te donne, fais quelque chose, et puis, explique-moi quand même, dis-moi ce que tu as fait de cet impôt. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Si moi je suis travailleur et que j'ai une rémunération, sur ma rémunération, l'État prélève un impôt sur la rémunération. Et du coup, peut-être j'ai droit aux soins médicaux, vous voyez, pris en charge par l'État. Admettons que je dépense $10 ou, je sais pas moi, 100 000 francs congolais que je donne à l'État au titre d'impôt. Mais en contrepartie, quand je tombe malade comme fonctionnaire, je dois dépenser encore 200 000 francs congolais. En toute normalité, je vais me poser la question, à quoi a servi
ce que j'ai donné à l'État. J'aurais pu garder mon argent bien qu'il n'y a pas une soigner. Contrepartie dans bien qu'il n'y a pas une contrepartie, voilà, parce que l'économiste va dire non, il n'y a pas de contrepartie. Toi, tu donnes et puis laisse l'État appliquer sa politique. Mais aujourd'hui, la théorie est en train de te bousculer. Il n'y a pas de contrepartie, mais ça n'exclut pas la redevabilité. Parce que c'est une affaire de la conviction. Et du coup, quand cette conviction n'est pas là, c'est ce qui fait naître la fraude fiscale. Voilà, on va y revenir. Ou la résistance à l'impôt. On va y revenir. Mais restons toujours dans ce que les professeurs et j'ai dit professeur Claude Soumata que nous avons suivi dans cet élément et les doctorants Samuel, ils ont parlé aussi d'une notion très capitale, celle liée au civisme fiscal. Il y a un problème qui se pose particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Les gens ont l'impression comme quoi il y aurait une certaine injustice, de sorte que ce sont les plus faibles, les plus démunis qui sont beaucoup plus frappés, alors que les riches, prenons par exemple le cas des parlementaires, il faut qu'on se le dise. Il y a donc une catégorie de la population qui est peut-être qui échappe à l'impôt. Qu'en est-il? Il faudra effectivement que tout le monde mette la main dans la pâte pour faire avancer les choses. Et du coup, ce que j'ai dit, ici on est au niveau de la politique fiscale dans notre pays. Il faut d'abord souligner que lorsqu'on parle de civisme fiscal, on voit la capacité d'un contribuable à accomplir ses obligations fiscales sans qu'il ne soit forcé de les faire. Vous voyez, il y a des pays où celui qui paye son impôt, il est heureux de le faire parce que c'est une obligation civique. Donc nous devons payer nos impôts avec joie. Voilà. Avec plaisir, ça c'est quand même, il faut souligner ça, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la faiblesse, la redevabilité, un citoyen a l'obligation d'accomplir ou de payer ses impôts avec joie. Parce que si nous tous, nous développons les principes que voilà, je ne vois pas ce qu'on fait de cet argent, je ne paye pas, alors là, nous sommes dans une république bananière, comme disent les comédiens. Ça, c'est quand même très important que les citoyens comprennent cela. J'accomplis mon obligation fiscale, après je peux faire pression pour la redevabilité. Mais ça ne crée pas une révolte pour dire « je ne vois pas ». Mais dans l'esprit de l'homme, cette révolte existe quand même. Vous voyez, c'est ce qui fait que le gouvernement doit faire attention sur la manière dont il gère l'impôt. Vous avez donné un bon exemple. Si moi, pauvre enseignant par exemple, je paye mon impôt et que l'honorable député ne le paye pas, vous voyez, avec les chiffres qui circulent dans les réseaux sociaux, dans les débats, donc la réaction sera celle de dire, mais si dans mes 100, peut-être 100, 200, on me prélève, pourquoi pas de l'autre côté? Ça, c'est une affaire de conscience nationale. Une affaire de conscience nationale. C'est très important. Le civisme fiscal doit être là, parce que notre pays, plus nous avons nos propres moyens, moins nous serons obligés de faire recours à l'extérieur, oui, j'insiste encore, qui tient les finances, tient le pouvoir. Voilà. Vous n'avez pas l'argent et vous êtes à la merci des autres, quoi. Voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Finances et Fiscalité, comme vous pouvez les constater, ici je suis avec le professeur Paul Omanji. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes assistés d'un public qui est venu nombreux pour bien évidemment nous accompagner dans cette émission. Ces belles dames et ces beaux messieurs que vous voyez, ils ne sont pas là pour faire la figuration, mais ils ont aussi de la matière, étant donné que c'est un public très bien averti, parce qu'ils sont tous des fiscalistes. Ils ont quelque chose à dire et ils vont le faire dans cette rubrique intitulée « Questions du public ». Voilà, c'est donc parti avec notre rubrique « Questions du public ». Et vous avez là donc le public qui va ouvrir les hostilités. Voilà, nous avons notre ami qui est au coin là-bas, c'est notre ami Exaucé. Allons-y. Bonjour, merci. Je réponds au nom de Bakoulou Exaucé.
Professeur, ma question est la suivante. Quels sont les défis spécifiques auxquels fait face l'administration fiscale dans les régions rurales de la RDC et quelles sont les solutions envisagées pour les surmonter? Merci. Voilà, pour question de temps, on passe directement à la deuxième question. C'est notre amie, mademoiselle, qui va se présenter. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Francine Fono, déléguée facultaire adjointe de l'Université Révérend Cum, dans la faculté des sciences des facultés économiques et gestion. Ma question est la suivante. Puisque nous sommes justement en train de parler de la fiscalité comme levier de développement de notre pays, quels sont les mécanismes que l'État congolais ou le gouvernement pourra mettre en place pour que l'évasion ou la fraude fiscale soit évitée afin que nous puissions maximiser nos recettes? Merci beaucoup. Voilà, une autre question, c'est mademoiselle qui est devant ici, qui va se présenter. Bonjour, merci pour la parole. Oui. Je suis l'étudiante Kadimabi Londaketia. Je suis en deuxième licence économie publique à l'université de Kinshasa. Ma question est celle-ci. Cher professeur, étant donné que l'impôt est obligatoire, j'aimerais savoir quelle stratégie proposeriez-vous pour amener le contribuable au civisme fiscal, vu que ce n'est pas tout le monde qui en a l'instruction. Merci. Je m'appelle Moutanda Timbela David, étudiant en GD économie à l'UCSM. Professeur, on voulait savoir, quand vous parlez de la fiscalité comme levier du développement, aujourd'hui, nous trouvons que cette culture n'est pas dans beaucoup de Congolais. Nous trouvons qu'il y a tant de gens qui font de commerce ou des activités économiques sans pourtant payer des impôts. Alors, vous, en tant qu'agent de la fiscalité, que dites-vous de cette affaire? Merci. Et nous allons boucler la boucle avec notre ami qui est devant ici. Je réponds au nom de Niembo Lizi, étudiante en économie, deuxième année, en faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, j'aimerais savoir, vu que nous disons que la fiscalité est un levier pour le développement du pays, est-ce que les exonérations et les exemptions sont-ils des freins qui constituent une lacune pour la fiscalité en RDC? On a parlé des défis, on a parlé des fraudes fiscales, évasion, un tas de questions. Je ne sais pas si vous pouvez balayer tout au même moment. Merci beaucoup. Merci pour les étudiants qui m'ont posé des questions très intéressantes, qui vont pousser d'abord d'enlever ma veste de professeur d'université, peut-être de porter celle de responsable de l'audit interne à la DGI, parce que ça se marie directement à la fiscalité pratique. Le premier intervenant a parlé des défis de la DGI au niveau des campagnes, quoi. Ce que je peux appeler la fiscalité rurale. Évidemment, il a raison. Moi, personnellement, j'appelle ça la fiscalité de la pauvreté. C'est-à-dire aller chercher l'impôt même chez les pauvres pêcheurs. Au coin et recoin du pays. Au coin et recoin. Voilà, quelqu'un qui n'a pas assez de revenus, mais bon, parce que voilà, il y a la patente, il va payer ça. Notre système fiscal est déclaratif. C'est-à-dire le contribuable lui-même souscrit librement sa déclaration. Mais quelqu'un qui est pêcheur, parce que ça m'est arrivé parfois dans les missions d'audit, d'aller contrôler les coins du pays où le chef de centre a pour contribuable les pêcheurs de poissons. Je permets de dire pêcheur de poissons pour qu'on ne pense pas que je parle d'un pêcheur de l'église, quoi. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui fait la pêche de poissons, qui n'a pas de bureau, du coup, peut-être il a un numéro impôt parce que l'administration doit lui en donner. Il ne tient pas la comptabilité. Vous voyez, il ne connaît pas les échéances, il ne sait pas comment déclarer. Il a un revenu occasionnel qui est imposable. Mais la difficulté, c'est comment faire respecter toute la procédure de collecte de l'impôt à quelqu'un qui fait ce genre d'activité. Et aussi, comment mettre la main sur lui. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé des cas où les services sont dans une carrière
d'exploitation artisanale d'or où l'agent vous dit, bon chef, écoutez, si je vois le monsieur ici, après 6 mois, je ne le verrai plus. Donc je reste là et il creuse l'or et puis il doit donner, même en nature si je peux dire, pour que je puisse arriver à collecter correctement l'impôt. C'est un problème sérieux en République démocratique du Congo. Et du coup, les recettes ici de ces contribuables-là sont tellement infimes qu'on les fait seulement pour faire respecter la loi, faire garder aussi l'esprit du civisme fiscal. Mais en réalité, comme moi j'aime personnellement le dire, c'est une fiscalité de la pauvreté. On pouvait s'en passer de ces genres de catégories de contribuables et leur permettre juste de payer leurs taxes, c'est pas au niveau des territoires, tout ça, pour attendre peut-être qu'ils élèvent un peu leur niveau de revenus. Donc le défi est d'abord le fait que tout le monde doit payer son impôt. Et du coup, si on prive cette catégorie, ça serait peut-être commencer à poser la sémence de la résistance à l'impôt, mais de l'autre côté, est-ce que ça ne produit pas tellement je peux vous dire que sur toute l'étendue de la République, la RDC n'a pas plus de 100 000 contribuables pour un pays de 100 millions d'habitants, vous voyez. Donc si vous faites la proportion, c'est très sévère. Il y a des pays qui ont 2 millions de contribuables. Nous, on n'a pas atteint 100 000. Et dans les 100 000, les petits contribuables, là, sont presque à 80%. Vous voyez, même si on exige à la DGI de produire les recettes, mais allez voir le type de contribuable. Quelqu'un qui a sa petite boutique et il est en train de... Voilà, il paye bien sûr, mais il en faut peut-être 2 millions pour arriver à faire même 100 000 $. Vous voyez, donc la fiscalité congolaise est assise essentiellement sur le gros contribuable. La question de mademoiselle Francine. Mademoiselle a posé la question, c'est le mécanisme à mettre en place pour éviter l'évasion fiscale en République démocratique du Congo. Je voudrais insister que la collecte de l'impôt n'est pas seulement une affaire de la DGI. Bien sûr, c'est une exclusivité en matière fiscale de la DGI, mais pour collecter cet impôt, il faut l'interaction entre les principaux services de l'État. Je prends un exemple, un étranger qui entre en République démocratique du Congo, s'il n'est pas enregistré par la DGM, et si la DGI n'est pas informée de la présence de cet étranger-là, et qui doit payer l'impôt sur son salaire, eh bien ça va poser un problème. Vous voyez? Et si quelqu'un importe la marchandise, si la DGDA ne nous communique pas que le conteneur-là qui entre dans le pays appartient à monsieur tel, ça va être un problème. Si quelqu'un a un compte bancaire et que la banque ne communique pas sa situation bancaire, ça va être un problème. Alors, le pays du monde qui collecte bien l'impôt ont réussi à intégrer un logiciel qui permet d'être à la DGI d'être informé à temps réel. Voilà. Oui. Alors, vous voyez à l'étranger, si un policier vous arrête, il vous demande seulement vos papiers, il entre dans son véhicule, dès qu'il entre votre nom dans ce système, il connaît tout sur toi. C'est ce qui doit être fait à la RDC. Est-ce qu'on peut arriver à le faire? On y arrivera parce que les efforts des autorités actuellement, c'est exactement de maîtriser l'information susceptible de bien asseoir l'impôt. Le directeur général des impôts se bat pour ça, le ministre de la Finance se bat pour ça. Bientôt, on aura des logiciels intégrés, de telle manière que où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si l'information circule, immédiatement, on vous saisit et on sait collecter l'impôt. Ça, c'est une difficulté sérieuse en République démocratique du Congo. Moi-même, je peux porter 10 noms et vous ne les saurez pas. Je peux voyager comme professeur, je voyage comme fonctionnaire, je voyage comme commerçant et personne ne m'inquiète. Je passe le territoire. Vous voyez? Et ça c'est un problème sérieux. Nous devons lancer ces défis-là de gérer l'information fiscale, d'informatiser les services, de faire en sorte que où que vous soyez, quoi que vous fassiez, la DGI est informée par les canaux des autres services spéciaux. Et c'est cette solidarité-là qui fait en sorte que d'autres pays ont évolué. Et j'espère que c'est un défi majeur à relever dans notre pays. L'étudiant posait très aussi... rapidement, les 3 dernières questions, parce que nous courons derrière le temps. L'étudiant posait aussi le problème de civisme fiscal des contribuables. Comment on peut faire pour cultiver le civisme fiscal? On en a parlé ici. On en a parlé. Ouais. Il y a d'abord la redevabilité, il y a l'exemplarité. Vous voyez, l'exemple doit venir d'en haut. Si nous tous, nous voyons que tout le monde paye ses impôts, tout le monde va payer des impôts.
Vous voyez, c'est une affaire qui dépasse les compétences de l'administration fiscale. Ça doit être toute une politique nationale. Mais je dois souligner quand même que le problème de la République démocratique du Congo remonte de l'époque coloniale. Comme les colons belges ont utilisé l'instrument impôt comme un instrument d'oppression, allant jusqu'à fouetter, à décapiter les gens qui ne payaient pas l'impôt. Et à l'indépendance, le père de l'indépendance ont utilisé l'outil impôt comme un outil de souveraineté en disant si nous avons l'indépendance, peut-être nous ne payerons plus cet impôt-là imposé par les Belges. Le président Mobutu lui-même a enlevé les termes impôt pour placer contribution, comme pour dire aux citoyens, si vous payez, vous contribuez au développement du pays. Donc la mentalité des Congolais, c'est de penser que quand on réclame l'impôt, on les dérange. Et on est revenu. Voilà, voilà il faut changer cette mentalité-là, il faut cultiver cette mentalité-là. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui venez de vous joindre à nous, nous vous rappelons et précisons que vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Finances et Fiscalité qui reçoit pour vous le professeur Paul Omanji, qui est donc professeur dans plusieurs institutions universitaires du pays. Là, vous avez suivi nos 3 rubriques, à savoir portrait de l'invité, rubrique point de vue des experts et rubrique questions du public. À présent, nous allons passer à notre 4e rubrique intitulée Écho des régies et institutions financières. Pour cette édition de votre émission Finances et Fiscalité, cette rubrique n'est pas encore opérationnelle dans la mesure où nous n'avons pas encore un partenaire qui est avec nous pour nous accompagner dans cette émission Finances et Fiscalité. Mais d'ores et déjà, je vous dis que c'est une rubrique qui vous concerne, vous, régie financière, ici en République démocratique du Congo, vous, institutions financières. Vous avez donc de la place dans cette rubrique Écho des régies et institutions financières. C'est donc une rubrique qui est réservée pour vous, pour votre communication. Venez nous voir, nous allons nous attendre et chaque fois que nous vous présentons votre émission Finances et Fiscalité, nous aurons à faire passer vos messages, vos communiqués et vos différentes communications. Mais comme ce n'est pas encore opérationnel, nous vous la balançons quand même, question que vous puissiez vous faire une idée assez nette sur ça. Voilà, donc c'est votre rubrique, comme je l'ai dit, qui n'est pas encore opérationnelle. Effectivement, nous avons besoin de vous. Venez, 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 appelez-nous à ce numéro qui est affiché au bas de l'écran, entrez en contact avec nous pour que nous puissions échanger sur comment vous allez faire passer vos communications, comment vous allez faire passer vos messages, parce que le public, les peuples congolais, la population congolaise en a besoin, étant donné que nous sommes en train de parler de ce qui constitue même les fondements de la souveraineté et du développement de notre pays, l'impôt bien sûr, à travers sa fiscalité, à travers tous les mécanismes mis en place en République démocratique du Congo pour que l'État puisse disposer des moyens colossaux, des moyens assez adéquats pour asseoir son développement. Professeur, un mot par rapport à ça, parce que c'est une rubrique qui est pratiquement vide. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Je crois que les messages passent, et les autorités sont en train de suivre. Et je crois qu'à la 2e édition, il est possible quand même que les régies s'impliquent aussi en donnant les échos des régies. C'est question seulement de frapper sur la bonne porte. Nous nous porterons peut-être en porte-parole pour que les messages passent, quoi. Voilà. Ma présence déjà, c'est déjà une bonne chose, quoi. Ça, c'est bien dit.
Voilà, je réitère donc mon appel. Venez, entrez en contact avec nous. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. C'est une émission largement suivie, d'autant plus que nous avons un ancrage dans toutes les institutions universitaires. Vous comprenez, quand vous prenez par exemple Unikin, ça fait combien? Quand vous prenez IEC, ça fait combien? Quand vous prenez les autres instituts et universités de la capitale, parce que nous sommes aussi à l'intérieur du pays, hein, donc nous avons des réseaux un peu partout, donc c'est une émission qui est largement suivie. Alors venez vous joindre à nous, ensemble nous allons évoluer. Professeur, on vient de parler avec vous et aussi nous l'avons remarqué à travers les questions posées par les différents intervenants. On a compris l'importance, on a compris la place de la fiscalité dans notre pays, mais on sent comme si il y a un manque d'organisation de votre côté, vous en tant que finaliste. Est-ce que envisagez-vous un jour de créer un ordre national des fiscalistes? Bon, c'est possible hein, que les scientifiques, les fiscalistes et scientifiques se réunissent de temps en temps pour pouvoir réfléchir, et c'est ces réflexions-là qui vont aider les pays. Parce que si la science ne réfléchit pas, donc la pratique n'est pas valable. Malheureusement, pour que cette science réfléchisse aussi, il faut que les côtés politiques puissent financer. Voilà, moi j'ai participé à beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences. Ben, l'université n'a pas de moyens. Et si on donne des moyens à l'université, en ce moment-là, l'université peut évoluer et faire évoluer la science fiscale. Voilà, par exemple, chez nous, on a fait la réforme sur la TVA. On est en train de faire d'autres réformes. Ben, l'université peut bien réfléchir, évaluer cette réforme, mais il faut qu'il y ait cette interaction entre le ministère de l'enseignement supérieur universitaire et le ministère des Finances pour que les cahiers des charges soient clairement définis. Ça, c'est très important. Voilà, c'est possible un jour que cela arrive, quoi. Voilà. Il y a aussi un problème de manque de communication, surtout par rapport aux contribuables. Pour que quelqu'un arrive à mettre sa main dans sa poche afin de remplir les caisses de l'État, il faut que cette personne ait la bonne information. Oui, oui, parmi les critères de la performance de l'administration fiscale, il y a la transparence. C'est-à-dire tout ce que la DGI fait doit être connu du public. Et cela, c'est à travers les rapports annuels d'activité. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à notre pays, même de publier la liste des contribuables avec les impôts qu'ils payent. Vous voyez, parfois, il y a des entreprises que vous voyez, des grandes entreprises, tout ça, ben, personne ne connaît comment et combien ils payent. Vous voyez, il faut qu'on arrive à atteindre cette transparence. Ça peut encore motiver. Mais du côté aussi politique, je crois que tout le monde doit s'impliquer dans les civismes fiscaux. Je donnerai un exemple. L'inspection générale des finances est en train de faire un travail énorme du côté des dépenses, surtout du côté des dépenses, pour dénoncer peut-être la mauvaise gouvernance de ce côté-là. C'est une bonne chose. Mais en même temps, quand on cite des millions et des millions qui sont détournés, tout le monde écoute ça. Vous voyez ce que ça fait comme effet? Moi, personnellement, j'aurais souhaité... Ça démotive, ça peut démotiver. Si moi, j'apprends que quelqu'un a volé 200 millions, ça me fait quoi? Et que moi, je dois donner 100 000 à l'État, ça me fait quoi? J'attends d'abord qu'est-ce qu'on a fait de celui-là. Vous voyez, c'est comme dans une maison. Même si l'enfant a volé, parfois on dit non, ne crions pas trop haut parce que ça pèse. On peut dire cette famille-là, voilà, c'est une famille qui vole. Vous voyez, donc j'aurais souhaité qu'il y ait plus de bruit sur les effets, la sanction qu'on a donnée sur ce genre de pratiques que sur la pratique elle-même. Parce que ça peut créer, ça peut décourager le civisme fiscal. Donc nous espérons que dans les jours et années à venir, les choses vont bouger de ce côté-là. Voilà, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission Finances et Fiscalité. Et maintenant, c'est donc la place à notre dernière rubrique, signature du livre d'heures de l'émission. C'est donc cette rubrique qui va clôturer cette émission où le professeur aura à consigner quelques mots en guise de conclusion dans ces livres d'heures, question de marquer son passage à cette émission Finances et Fiscalité. C'est donc mademoiselle Lizzie Niembo qui va nous aider
nous amener notre livret d'heures. Elle va donc donner au professeur pour qu'il nous aide à écrire quelques mots. Bien, merci mademoiselle. C'est donc ça, notre livret d'heures de l'émission Finances et Fiscalité. Mademoiselle, très gentiment, vous pouvez retrouver votre place. Professeur, aidez-nous à écrire quelques mots en guise de conclusion de cette émission et nous allons désannoncer. Congolais. Voilà, ça y est, le professeur vient donc de consigner quelques mots. Il n'a pas été prolifique, mais très profond. En peu de mots, il a pu raisonner sa pensée ici dans cette émission Finances et Fiscalité. Il écrit donc « Qui tient les finances tient le pouvoir. Sans impôt, pas de finances. Sans finances, pas de pouvoir. » Et impôt qui est donc synonyme de finance et finance synonyme du pouvoir. Nous souhaitons un avenir fiscal, un bon avenir fiscal pour la République démocratique du Congo. C'est donc en ces termes que le professeur Paul Omandji conclut son passage dans ces livres d'heures de votre émission Finances et Fiscalité qui restera donc dans les annales de génération en génération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez donc compris que nous sommes véritablement arrivés à la fin de notre émission qui recevait donc pour vous le professeur Paul Omandji qui est professeur des universités. Vous avez suivi son portrait. Il est également inspecteur, chef de brigade à la direction générale des impôts. Puisque nous parlons direction générale des impôts, de l'autre côté, plus précisément du centre des impôts synthétiques Matete, nous saluons M. Nkanga Mboyo Fabrice. Donc, c'est notre ami de tous les temps, de tous les jours. Nous disons grand merci à nos amis qui sont venus nous accompagner, nous assister. Ils ont été d'un apport assez considérable dans cette émission au travers de leurs questions tout à fait pertinentes qui ont enrichi cette émission. Nous disons également merci au professeur Paul Omandji. Sans lui, cette émission ne serait pas tenue. Merci pour vos riches interventions qui sont allées droit aux oreilles des dirigeants de ces pays et qui ont édifié la population congolaise. De l'autre côté de la technique, nous disons également grand merci à tous ceux-là qui ont mis la patte à la réalisation de cette émission Finances et Fiscalité qui touche à sa fin et nous vous promettons, nous vous rassurons de notre continuité, de la continuité de cette émission et pour cela, nous allons vous retrouver au prochain numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.